Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achilly. Il est 8h15 sur Sud Radio. Votre invité ce matin, Jean-François Achilly, c'est Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Il est l'auteur de ce livre, La dette sociale de la France. C'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Votre livre, il y a quoi, 500 pages et plus. C'est une sorte de thriller, de film. C'est une thérapie aussi. 500 pages pour comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Je donne une indication, Nicolas Dufourcq. Vous révélez que 2000 des 3500 milliards d'euros de la dette aujourd'hui correspondent, vous le dites, au versement à crédit de 40 années de prestations sociales. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est ça. C'est le budget social de la nation, c'est la sécurité sociale, plus l'ensemble des budgets sociaux qui sont à l'intérieur du budget de l'État, dont évidemment le régime de retraite des fonctionnaires, mais également tout le traitement social du chômage de masse des 40 dernières années. Et vous rajoutez toute la politique du handicap, vous rajoutez une grosse partie de la politique de la famille, vous rajoutez les allègements de charges remboursés par l'État à la sécurité sociale, vous rajoutez toute la politique de la pauvreté, 30 milliards par an, etc., etc. Et ça représente 58% des dépenses publiques, tout ça. Et ça fait 40 ans que ça dure. Pourquoi est-ce que vous démarrez à Giscard, au fait ? Je démarre à Giscard, non pas du tout pour faire le procès de son septennat, mais parce que c'est le moment dans l'histoire de France où, à côté de la sécurité sociale, qui est une sorte de donjon créé en 1945, qui s'occupait de la famille, des accidents du travail, de la retraite et de la maladie, on crée tout un ensemble d'autres prestations qui sont des prestations d'assistance autour. La première s'appelle l'allocation parents isolés, puis ensuite l'allocation adulte handicapé, puis progressivement ça devient le RMI, puis le RSA. Vous avez toute l'aide sociale à l'enfance, vous avez, enfin bref, tout ce qui concerne ce qu'on commence à appeler à l'époque les exclus. Voilà. Ouais. Et surtout le traitement social du chômage de masse, qui est pris en charge par l'État et pas par la sécuricité sociale. Mais Nicolas Dufourcq, il y a une cinquantaine de témoignages aussi dans votre ouvrage, sur des annexes, tous les acteurs finalement de ces 40 dernières années, tous en conviennent, ça va dans le mur. C'est-à-dire que nous avons, ce qui est incompréhensible, c'est que nous avons des politiques publiques depuis 4 décennies, tout le monde est conscient de ce qui se passe et personne ne fait rien. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors non, je pense que justement pour entrer dans la complexité du problème qui est face à nous, on peut pas dire que personne ne fait rien. Tout le monde fait quelque chose, mais c'est toujours insuffisant par rapport à la dynamique de progression des dépenses sociales françaises, qui est elle-même la conséquence du vieillissement de la société française. En fait, il y a un déni de la démographie, il y a un déni de la croissance verticale de l'espérance de vie, qui se traduit par des années de retraite de plus en plus longues et par une croissance absolument non anticipée des volumes de dépenses de santé liées aux maladies chroniques. Et comme ceci n'est pas vu, ou on veut pas vraiment le voir, le premier à vraiment le dire, c'est le rapport Charpin dans les années en 1999. On veut pas non plus voir que la société française arrêtera de croître de 2 à 3% par an. Tout le monde pense qu'un point de croissance supplémentaire va nous sauver, mais il n'arrive jamais, ce fameux point. Et donc on ne voit pas ce que nous sommes devenus. Une société plus âgée, et qui croît moins. Vous avez cette formule, le courage ne fait pas l'élection. C'est ce que vous dites dans la dette sociale. Qu'est-ce que vous dites également du débat actuel à l'Assemblée nationale ? Regardez, on s'apprête à discuter de la taxe Zuckman, ou de sa version dite allégée. Écoutez, je rentre pas dans ce débat immédiatement parlementaire, bien sûr, cette semaine, mais ce que je peux simplement rappeler peut-être aux auditeurs, c'est que philosophiquement, ce qui fonde l'État-providence, c'est l'idée que on doit tous quelque chose à notre pays, on doit notre énergie, on doit nous accomplir. Chacun doit absolument s'accomplir au maximum de ses possibilités, en créant donc de la valeur. Et c'est cette valeur qui permet de financer les protections et la solidarité nationale. Et donc, on peut pas laisser le cheval de l'État-providence continuer de courir devant le cheval de l'économie, loin devant d'ailleurs, dopé par une espèce de poudre blanche qui s'appelle la dette. Il faut que l'économie, c'est-à-dire l'énergie vitale du pays, court au même rythme que l'État-providence. Sinon, ça ne peut pas marcher. Or, ça fait 40 ans que l'économie ne court pas au même rythme parce qu'elle n'est pas dopée. Mais la Banque publique d'investissement que vous dirigez, elle finance les entreprises. C'est plutôt une réussite. C'est une très grande réussite. Simplement, il y a une règle d'or dans les entreprises qui est que si vous êtes surendetté, vous mourrez. Oui.
Il n'y a pas de règle d'or dans l'État-providence. Ça vaut pour l'État aussi. Nicolas Dufourcq, vous avez cette surtaxe que le gouvernement a mise sur la table, c'est pour séduire le Parti socialiste, 2 milliards de plus sur la taxation des bénéfices des grandes entreprises. Elle est sortie du chapeau lundi. Vous qui dirigez la BPI, est-ce que ça vous hérisse? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il faut taxer et surtaxer les entreprises et ses bénéfices? J'avais publié une interview l'année dernière, à l'époque de la discussion du budget Barnier, où cette mesure était déjà proposée, où j'avais dit que la surtaxation des entreprises n'était pas la solution. Et en effet, je continue de le penser, c'est-à-dire que on est face à un problème qui est transpartisan. Il faut qu'on trouve les moyens de financer notre État-providence. Notre État-providence est un miracle. La manière dont on traite en solidarité les Français est absolument unique au monde et même unique en Europe. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait tous ensemble autour de la table pour le préserver? Et c'est pas en allant ralentir l'énergie vitale de l'économie française qu'on va y arriver. Il faut au contraire tout faire pour l'accélérer. Est-ce que la taxe Zuckman est confiscatoire? La question est posée aujourd'hui. Vous me posez la question de la taxe Zuckman, je me suis beaucoup exprimé sur le sujet, je crois que c'est pas nécessaire de le refaire. Mais l'ensemble de ces taxes qui sont décidées, dépassons la taxe Zuckman, Nicolas Dufourcq, si vous voulez bien, est-ce que tout ça est confiscatoire? Je pense que il faut se mettre dans la psychologie des gens qui sortent du rang et qui décident de se mettre à leur compte, et de pas être salariés, et donc de prendre tous leurs risques pour créer leur entreprise. Bon, c'est quand même une mobilisation psychique énorme pour eux, leur famille, leurs enfants. Bon, ils hypothèquent leur maison, ils y vont, ils vont chercher leur premier crédit, deuxième crédit, ils font rentrer du capital. 20 ans plus tard, ils ont réussi. Et on leur dit, on va vous prendre 2% par mois, 2% par an. De votre propriété, la totalité de votre propriété. Comme un paysan qui aurait son champ, on lui enlèverait 2% du champ tous les ans. Psychologiquement, c'est totalement désincitatif. Or, ce dont on a besoin en France, c'est de plus d'entrepreneurs, de plus d'entreprises qui croissent plus vite et qui font plus de bénéfices. Oui. Alors, dans votre livre, vous nous révélez que les grands postes de la dépense annuelle sont les retraites. Vous dites 400 milliards. Bon, ça change tout le temps. L'assurance maladie, oui, ça change tout le temps. Mais ça 270 milliards. Est-ce qu'il faut tailler dans ces volumes? Parce qu'à un moment donné, il va falloir bien trouver des solutions. Baisser la pression. Écoutez, quand l'âge de 65 ans a été décidé au Conseil national de la résistance en 1945, l'espérance de vie était de 65 ans. Voilà, donc on a choisi un âge de la retraite qui était égal à l'espérance de vie. Voilà. Au bout de sa vie, quoi. Voilà. Et donc en fait, il y avait quasiment pas de retraite. Bon, aujourd'hui, l'espérance de vie a grimpé massivement, et encore plus pour les femmes d'ailleurs, qui ont 5 ans d'espérance de vie de plus que les hommes. Bon, l'espérance de vie d'une institutrice, par exemple, c'est 92 ans. Bon, est-ce qu'on peut continuer de se payer des décennies, en fait, de loisirs en bonne santé pour des personnes âgées, qui sont en fait pas si âgées que ça, c'est-à-dire, et donc j'ai fait des déclarations publiques assez fortes sur la tranche d'âge que je considère comme être le nouveau bel âge, j'ai envie de dire, qui est de 60 à 70 ans, où il faut absolument rester connecté au monde du travail. Donc il faut repousser l'âge de la retraite. Donc tous les débats aujourd'hui qui consistent à dire, c'est chez certains partis politiques, que nous allons repasser à 62, voire 60 ans, pour vous, ces débats sont obsolètes? Vous dites quoi? Vous, dans le livre, vous dites moins 65 ans. Je dis que dans le livre, il y a on pourrait appeler ça une fatalité arithmétique, mais j'ai envie de positiver. Je pense qu'on devient vieux le jour où on prend sa retraite. Et donc, autant devenir vieux le plus tard possible, non? Au lieu d'avoir une société dans laquelle on cherche à devenir vieux le plus vite possible. Donc c'est quoi? C'est laisser le libre choix aux travailleurs, aux Français? Non, c'est pas le libre choix. De toute façon, comme on n'a pas fait assez d'enfants, on est bien obligé de partir à la retraite plus tard. Voilà. Vous savez ce qu'on va vous exposer, Nicolas Dufourcq, l'argument des carrières longues et pénibles. Voilà, c'est chaque fois qu'on vous dit qu'il faut rallonger. Ce problème des carrières longues et pénibles, il a été traité depuis 2003, la réforme Raffarin, dans une négociation fameuse avec François Chérec, patron de la CFDT, qui effectivement demandait cela pour ceux qui avaient commencé à 14, 15 ou 16 ans, et notamment les familles d'agriculteurs. Eh bien, on l'a fait. Sauf que depuis, évidemment, dans la logique assez classique de l'inflation des droits, on a fait bénéficier du dispositif carrière longue aux Français qui démarrent leur carrière à, non pas 14-16 ans, mais 21 ans. Ce qui veut dire que les cadres partent en carrière longue. Vous avez 40% des cadres aujourd'hui qui partent avant l'âge. Est-ce que c'est normal? Donc vous nous dites ce matin que, quelque part, cet aspect-là des choses
est quelque part déjà réglé. Mais il est réglé. Cette idée, à chaque fois qu'on s'exprime sur les retraites, on oublie qu'il y a des gens qui ont été, alors c'est toujours le même mot d'ailleurs, cassés par la vie, etc. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont eu des vies difficiles, les femmes qui travaillent dans les ateliers à 10 degrés de l'industrie agroalimentaire en Bretagne, mais bien entendu. Mais c'est déjà traité, ça. C'est déjà traité depuis 2003. Ça veut dire quoi, que les politiques nous mentent aujourd'hui, ils sont obsédés par l'élection ? Quel est le moteur, en réalité, le moteur profond de ce débat public qui, au fond, serait biaisé à vos yeux ? Écoutez, je ne sais pas. Voilà. Parfois, on est obligé de dire qu'on ne sait pas. Oui. Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas ce qui se passe dans les instances de négociation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur beaucoup de choses, mais que cet accord n'émerge pas. Nicolas Dufourcq, à quel moment est-ce que l'on baisse drastiquement le niveau des dépenses de l'État, un peu tous azimuts ? Est-ce que, au fond, vous ne pensez pas, pardon pour la question, une sorte de, je ne sais pas si c'est le bon modèle, mais de Milei à la française, c'est-à-dire quelque chose d'électrochoc qui arriverait, parce que là on n'en sort pas, ça fait 40 ans que ça dure. C'est ce que vous racontez finalement, c'est ce que vous décrivez dans la dette sociale. Oui, ça fait 40 ans que ça dure aussi. Un Milei à la française. Ça, j'en sais rien, mais ça fait 40 ans que ça dure parce que en fait, on ne se dit pas à nous-mêmes les choses. On n'a pas dit aux Français que 60% de la dette, c'était des prestations sociales qui permettaient de gagner du pouvoir d'achat et d'acheter la baguette de la semaine. Vous l'avez déjà entendu, ça ? Moi, je n'avais pas entendu. Pas exactement, non. Bon, voilà, donc quand j'ai commencé ce livre, c'était pas complètement clair dans ma tête. Je voulais comprendre pourquoi nous avons accumulé 3500 milliards de dettes. Parce que vous aviez écrit sur la désindustrialisation de la France. Et ben voilà, donc ça, c'est le tome 2, en réalité. Oui. C'est-à-dire que c'est l'autre versant de la même pièce. Comment est-ce qu'on a pu accumuler 3500 ? Quand vous commencez à creuser, vous apercevez que, ce sont des prestations sociales, c'est donc du pouvoir d'achat. L'État est donc chargé par les Français de contracter un crédit à la consommation pour eux. Oui. Et c'est ça qui ne va pas. Mais sur les transmissions d'entreprises, par exemple, le ministre des PME, du pouvoir d'achat, Serge Papin, que vous connaissez, propose d'élargir le pacte Dutreil, c'est-à-dire faire mieux en quelque sorte. Alors que le discours aujourd'hui, vous savez, faire payer les riches, les successions, même les héritages, le simple héritage, même sans pour les entreprises, c'est un discours culpabilisant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se souvenir que si vous voulez avoir des usines dans les campagnes, dans les vallées, il faut des familles d'entrepreneurs. Et pour avoir des familles d'entrepreneurs, il faut, comme en Allemagne et comme en Italie, qui sont les deux pays les plus proches de la France en la matière, et qui ont des dispositifs très protecteurs de transmission pour les familles, il faut permettre aux familles de transmettre. Voilà, sans être obligé de payer 45% d'impôts sur les successions, parce que on sait comment ça se termine. À ce moment-là, elles vendent à qui ? À des étrangers qui, dès qu'il y a un problème, ferment l'usine française. Vous êtes conscient que la France est le pays considéré comme le moins attractif. Mais ça, ce n'est pas dans le discours public, ça aujourd'hui, dans le débat public. Si, c'est pour ça que Dutreil a fait voter sa loi en 2003, et sa loi a sauvé littéralement les entreprises industrielles familiales des territoires. Donc il faut aller plus loin dans ce qu'on appelle le pacte Dutreil. Non, mais le pacte Dutreil, donc il existe. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que c'est un truc ultra technique, hyper contrôlé par l'administration fiscale. Est-ce qu'on peut le simplifier ? Est-ce qu'on peut le transformer ? Probablement. Enfin, rien n'est éternel. Mais l'idée que on doit permettre à une famille de persévérer en réalité dans l'être d'une famille industrielle comme les Peugeot, bref, est une bonne idée. Je vous cite Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis désormais. Il dit « Il ne faut pas expliquer aux Européens qu'ils vont pouvoir garder leur mode de vie en concurrence avec l'Asie sans travailler plus. » Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, la France ne travaille pas assez en quelque sorte. Enfin, pas seulement la France d'ailleurs. Oui, mais ça c'est beaucoup dit sur les antennes, et c'est malheureusement vrai. C'est-à-dire que tout notre système a été construit avec, d'ailleurs, l'intention de bien faire, toujours. Il y a pas de cynisme là-dedans. Il faut juste regarder les conséquences. Pour que nos enfants arrivent sur le marché du travail le plus tard possible, donc en fait restent un peu ados le plus longtemps possible, et quittent le marché du travail le plus tôt possible, en prenant une retraite très généreuse. Et par ailleurs, tout est fait également pour que le temps de travail soit le plus faible possible. Ça c'est sûr, il a raison Carlos Tavares sur ce point-là. Sur d'autres points, je suis pas d'accord avec lui, mais ça pose problème. Dernière question avec vous, Nicolas Dufourcq. Vous dirigez la banque publique d'investissement qui est très dynamique, il faut le dire, dans ce pays, qui aide les entreprises. Et qui a de bonnes nouvelles pour le premier semestre. On a réussi à ouvrir beaucoup plus d'usines que l'année dernière, semestre à semestre. Vous avez un chiffre ? Donc on a un plan qui s'appelle le plan Start-up industriel qui permet de financer les chercheurs entrepreneurs qui eux-mêmes vont monter des usines. Et au premier semestre, vous verrez ça dans l'usine nouvelle cette semaine, on en a ouvert un peu plus de 30.
Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais comment vont les entrepreneurs aujourd'hui avec le débat public? L'économie, en fait... Quel est le moral des entrepreneurs aujourd'hui? Comment est-il? Les entrepreneurs, ils ont l'impression de revisionner le feuilleton d'une saison 1 d'une série alors qu'on est déjà à la saison 7, quoi. Il y a un côté moonwalk où ça bouge et ça bouge pas. Moonwalk. Oui, vous voyez le moonwalk où la personne elle bouge, mais en fait elle bouge pas. Et c'est l'impression que leur donne parfois la France. Donc il faut faire un certain travail pour leur redonner de morale. Cela dit, l'économie va pas mal, hein, honnêtement. On n'est pas sur des taux très élevés, mais on sera plus sur des taux très élevés. Mais si vous saviez le nombre de projets qu'on a dans nos directions régionales à la BPI, d'entrepreneurs qui sont très dynamiques, féconds, plein d'idées, et qui sont dans le monde en fait, hein, qui vivent à l'heure du monde. Vous êtes d'accord, pour finir, Nicolas Dufour, qu'il faudra un électrochoc, parce que la saison 1 de 6 saisons de ce mauvais feuilleton de Moonwalk, comme vous dites, il faudra que ça s'arrête. Il faut un électrochoc, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ensuite, c'est les calendriers électoraux qui vont jouer. On est en démocratie. Merci à vous, Nicolas Dufour. Je conseille la lecture de cette dette sociale de la France chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Nicolas Dufour, juste d'un mot, parce que vous parlez, soyons précis, vous avez une liberté de ton. Vous parlez des prestations sociales et vous êtes assez cash. Mais de quelles prestations sociales parlez-vous? Lesquelles faudrait sacrifier? Parce que je me mets à la place de nos auditeurs qui vous écoutent. Ça, c'est très concret, c'est important. D'abord, le mot sacrifier, je pense, est excessif. Ensuite, les ordres de grandeur sont que la première, c'est les retraites. Un peu plus de 400 milliards, énorme, et en progression constante, puisqu'on continue de vieillir, et qu'on fait de moins en moins d'enfants. Là, les derniers chiffres de natalité française sont catastrophiques. Et par ailleurs, l'espérance de vie monte, parce qu'on est très bien soigné. Ensuite, c'est la santé, 270 milliards. Il y a un énorme problème de reste à charge sur la santé. Le problème, c'est que on a le reste à charge le plus faible du monde, et le plus faible d'Europe, 5%. Donc faut augmenter ce reste à charge. Il faut ouvrir un débat sur la question du reste à charge, peut-être sous condition de ressources. Moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. Mais en tout cas, on peut pas surcharger l'État-providence dans la santé. Et ensuite, loin derrière, viennent les autres prestations sociales que sont la pauvreté, c'est 30 milliards, hein. Le RMI, c'est 12 milliards, vous vous rendez compte? Donc c'est des ordres de grandeur complètement différents. Le handicap, c'est 50 milliards. Les allocations chômage de l'UNEDIC en ce moment, là, c'est à peu près c'est un petit 40 milliards. Donc, vous vous rendez compte, retraite 400, maladie 270. Les deux sont liés à la démographie. C'est là qu'est notre problème. Merci beaucoup Nicolas Dufour, donc directeur général de la Banque publique d'investissement et je rappelle auteur de la dette sociale de la France, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci et passez une très belle journée. Il est 8h31, ça vous fait réagir, j'en suis sûr. 0826 300 300, vous nous appelez. C'est Manu qui vous attend au standard et puis moi j'attends Eric Revel et Elisabeth qui nous rejoint. À tout de suite.